Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une grande dame. Dans l'histoire de l'art du XIXe siècle, une figure se dresse avec une force singulière, défiant les conventions de son époque avec autant de détermination que de talent. Rosa Bonheur. Cette femme extraordinaire, née en 1822 dans un milieu modeste de Bordeaux, allait devenir la peintre animalière la plus célèbre de son temps, la première artiste femme à recevoir la Légion d'honneur, et l'une des rares femmes de son siècle à vivre selon ses propres règles dans une indépendance presque totale. Mais Rosa Bonheur n'est pas simplement une curiosité historique, une exception remarquable dans un monde d'hommes. Elle incarne quelque chose de plus profond, la possibilité, même dans les circonstances les plus contraignantes, de forger sa propre destinée par la force du talent et de la volonté. Son histoire est celle d'une artiste qui a regardé le monde naturel avec une précision scientifique et une tendresse poétique, qui a passé des heures dans les abattoirs et les marchés aux bestiaux pour comprendre l'anatomie animale, et qui a su traduire cette connaissance en œuvre d'une puissance et d'une monumentalité qui rivalisaient avec les plus grands peintres d'histoire de son temps. Marie Rosalie Bonheur, née le 16 mars 1822 à Bordeaux, dans une famille d'artistes aux convictions progressistes. Son père, Raymond Bonheur, est un peintre et professeur de dessin, d'orientation saint-simonienne. Ce mouvement socialiste utopique qui prônait l'égalité entre les sexes et croyait en l'émancipation par l'éducation. Cette philosophie rare pour l'époque marquera profondément Rosa et explique en grande partie la liberté avec laquelle elle envisagera sa vie. Sa mère, Sophie Marquis, issue d'une famille bourgeoise qui avait désapprouvé son mariage avec un artiste sans fortune, meurt en 1833, alors que Rosa n'a que 11 ans. Cette perte précoce affecte profondément la jeune fille, qui reportera sur son père et ses 3 frères et sœurs, tous deviendront artistes, une affection protectrice et un sens des responsabilités qui ne la quittera jamais. L'enfance de Rosa est marquée par la précarité financière, mais aussi par une liberté intellectuelle inhabituelle. Son père, convaincu de l'égalité des talents entre hommes et femmes, encourage ses filles autant que ses garçons à poursuivre une carrière artistique. Rosa montre rapidement des dispositions exceptionnelles pour le dessin, surtout une fascination précoce pour les animaux. Elle passe des heures à observer les chevaux dans les rues de Paris, où la famille s'est installée en 1829, à dessiner les oiseaux, les chiens, les moutons qu'elle croise. Cette passion n'est pas simplement esthétique. Dès l'enfance, Rosa semble avoir une affinité particulière avec le monde animal, une capacité à comprendre et ressentir leur présence d'une manière qui dépasse le simple intérêt artistique. Elle dira plus tard « Les animaux sont mon monde. Je les comprends mieux que je ne comprends les humains. » Cette déclaration n'est pas une simple aphorisme romantique, c'est une vérité profonde qui guidera toute sa vie et son œuvre. Son éducation artistique se ferait principalement auprès de son père, mais aussi par de longues heures passées au Louvre à copier les maîtres. Elle étudie particulièrement les peintres animaliers hollandais du XVIIe siècle, comme Paul Spotter ou Albert Cuyp, dont elle admire la capacité à représenter les animaux avec dignité et monumentalité. Mais elle va au-delà de ces modèles en adoptant une approche quasi scientifique. Elle étudie l'anatomie comparée, dissèque des animaux pour comprendre leur structure musculaire et osseuse, fréquente assidûment les marchés aux bestiaux et les abattoirs. Cette dernière pratique est particulièrement transgressive pour une jeune femme de son époque. Les abattoirs parisiens ne sont pas des endroits pour les dames de bonne société. Pour pouvoir y travailler librement, Rosa Bonheur obtient dès 1852 une permission de travestissement, une autorisation officielle de la préfecture de police lui permettant de porter des vêtements masculins. Ce document, qu'elle devra faire renouveler tous les 6 mois pendant des décennies, symbolise parfaitement sa position ambiguë, suffisamment respectueuse des conventions pour demander une permission officielle, suffisamment déterminée pour enfreindre les normes sociales fondamentales de son temps. Rosa Bonheur commence à exposer au Salon de Paris dès 1841, à l'âge de 19 ans. Ses premières œuvres, principalement des études d'animaux domestiques, sont bien accueillies
mais ne provoque pas encore de sensations particulières. Elle travaille avec acharnement, se levant avant l'aube pour profiter de la lumière naturelle, multipliant les études préparatoires, perfectionnant sa technique. Ce qui distingue rapidement son travail, c'est la combinaison d'un réalisme scrupuleux et d'une capacité à conférer aux animaux une dignité, une présence qui dépasse la simple représentation. Ces vaches ne sont pas de simples éléments décoratifs dans un paysage pastoral, ces chevaux ne sont pas des accessoires dans une scène historique, ce sont des êtres à part entière, dotés d'une individualité, d'un caractère, d'une vie entière que l'artiste semble capable de percevoir et de restituer. En 1848, année révolutionnaire dans toute l'Europe, Rosa présente au salon Bœuf et Taureau, race du Cantal, une toile de grande dimension qui remporte une médaille d'or. C'est un tournant. L'État français achète le tableau et Rosa Bonheur, à 26 ans, devient une artiste reconnue. Plus important encore, elle reçoit une commande de l'État pour une œuvre monumentale. Cette commande sera le labourage nivernais, achevé en 1849, représentant une scène de labour avec une équipe de bœufs magnifique dans la campagne du Nivernais. Le tableau d'une dimension imposante, 2,60 m sur 1,34 m, démontre non seulement sa maîtrise technique mais aussi sa vision. Elle traite une scène de travail agricole avec la monumentalité et la dignité habituellement réservée aux scènes historiques ou mythologiques. Les bœufs magnifiques, rendus dans leur puissance tranquille, deviennent les héros de sa composition. C'est une célébration du monde rural et du travail en phase avec les idéaux démocratiques de la Révolution de 1848. Le succès est considérable. Rosa Bonheur n'est plus simplement une artiste prometteuse, elle est désormais reconnue comme l'une des peintres les plus importantes de sa génération. Ce qui est remarquable, c'est qu'elle réussit cela dans un domaine considéré comme mineur, la peinture animalière, et en tant que femme dans un monde artistique dominé par les hommes. Mais c'est en 1853 que Rosa Bonheur peint l'œuvre qui la propulsera à la célébrité internationale et assurera sa fortune. Le marché aux chevaux. Ce tableau monumental, 2,42 m sur 5,07 m, représente le marché aux chevaux du boulevard de l'Hôpital à Paris. Une scène de chaos contrôlé où des chevaux de trait percherons, magnifiques et puissants, sont présentés par leurs palefreniers. Pour préparer cette œuvre, Rosa passe des mois sur le marché déguisée en homme, pantalon, blouse, cheveux courts sous une casquette, à dessiner inlassablement les chevaux en mouvement, à étudier leurs muscles tendus, leurs crinières au vent, leurs yeux roulants de nervosité. Elle remplit des carnets entiers de croquis, d'études anatomiques, de notes sur les couleurs, les textures, les attitudes. Le résultat est stupéfiant. Le tableau capture l'énergie brute et la puissance des chevaux avec une force qui sidère les visiteurs du salon de 1853. La composition inspirée par la frise du Parthénon, que Rosa a longuement étudiée au Louvre, confère à cette scène contemporaine une qualité épique presque mythologique. Les chevaux semblent à la fois fermement ancrés dans la réalité, chaque détail anatomique est d'une précision scientifique, et magnifiés, transformés en archétype de la force animale. La critique est dithyrambique. Théophile Gautier écrit « Mademoiselle Rosa Bonheur a traité ce sujet difficile avec une maestrie virile. Ses chevaux fougueux, ses palefreniers robustes, toute cette vie animale et humaine est rendue avec une vigueur et une vérité extraordinaire. L'adjectif viril est révélateur. Pour les critiques de l'époque, seule cette qualification peut rendre compte de la puissance de l'œuvre, comme si la force artistique était nécessairement masculine. Le tableau est vendu à un marchand d'art britannique et part pour l'Angleterre, où il triomphe. Il sera ensuite acquis par le millionnaire américain Cornelius Vanderbilt et finira au Metropolitan Museum de New York, où il reste l'une des attractions principales. Des gravures de l'œuvre se vendent par milliers en Europe et en Amérique. Rosa Bonheur devient une célébrité internationale, l'artiste française vivante la plus célèbre après peut-être Eugène Delacroix. Le succès du marché aux chevaux assure à Rosa Bonheur une indépendance financière qu'aucune femme artiste n'avait connue auparavant. En 1860, elle achète le château de By, près de Fontainebleau,
une propriété substantielle avec plusieurs hectares de terrain. C'est là qu'elle s'installe définitivement avec Nathalie Mika, sa compagne depuis l'enfance, et qu'elle crée un monde selon ses propres règles. Le château de By devient un lieu extraordinaire, mélange d'ateliers, de ménagerie et de refuge. Rosa y accueille des animaux de toutes sortes, chevaux bien sûr, mais aussi des moutons, des chèvres, des cerfs, un sanglier apprivoisé, nommé Grognon, des singes, des perroquets, et même à une époque 2 lions, Nero et Fatma, qu'elle garde dans son atelier pour les étudier. Les visiteurs sont stupéfaits de la voir entrer dans la cage des lions, les caresser, jouer avec eux comme avec de gros chats. Cette vie excentrique n'est pas une simple fantaisie, c'est une méthode de travail. Rosa a besoin d'observer les animaux constamment, de comprendre leurs mouvements, leurs comportements, leur humeur. Elle ne peint jamais un animal qu'elle n'a pas longuement observé, dessiné de mémoire encore et encore jusqu'à pouvoir le représenter dans n'importe quelle position sans modèle. À By, Rosa vit selon ses propres normes. Elle porte presque exclusivement des vêtements masculins pratiques pour travailler dans les écuries et les champs. Elle fume des cigarettes, une habitude scandaleuse pour une femme de son temps. Elle gère ses affaires financières avec une acuité d'homme d'affaires, négociant âprement avec les marchands, investissant judicieusement ses gains. Elle refuse tous les prétendants, il y en a eu, malgré ou peut-être à cause de sa célébrité, et vit en couple avec Nathalie Mika, puis après la mort de celle-ci en 1889, avec Anna Klunk, une peintre américaine. La nature exacte de ces relations reste sujette à débat historique. L'époque n'avait pas les catégories que nous utilisions aujourd'hui. Et Rosa elle-même n'a jamais explicitement parlé de ses relations en termes romantiques ou sexuels. Mais sa correspondance avec Nathalie Mika et Anna Klunk révèle une intimité émotionnelle profonde, une dévotion totale qui dépasse largement l'amitié conventionnelle. Anna, qui écrira sa biographie, parle d'âme sœur et de mariage des esprits. Ce qui est certain, c'est que Rosa Bonheur a vécu sa vie avec une autonomie rare pour une femme du XIXe siècle. Elle n'a jamais eu à se soumettre à l'autorité d'un homme, n'a jamais eu à sacrifier sa carrière à des obligations domestiques. Son art était sa vie et elle a organisé son existence entière pour le servir. En 1865, Rosa Bonheur reçoit une visite qui la stupéfie. L'impératrice Eugénie arrive à By, sans grande cérémonie, pour lui remettre personnellement la Légion d'honneur. C'est un événement historique. Rosa Bonheur est la première artiste femme à recevoir cette distinction, et seulement la 9e femme en général à être ainsi honorée. L'impératrice, qui admire depuis longtemps le travail de Rosa, a dû manœuvrer pour imposer cette décoration. L'empereur Napoléon III était réticent, estimant qu'une telle reconnaissance publique d'une femme qui vivait ouvertement en dehors des conventions sociales pourrait créer un précédent dangereux. Mais Eugénie a insisté, arguant que le génie artistique transcendait les questions de genre. La scène de la remise, telle que la raconte Anna Klunk, d'après le récit de Rosa, est touchante. L'impératrice épingle elle-même la décoration sur la blouse masculine de Rosa dans l'atelier au milieu des animaux et des toiles, loin du protocole habituel de Versailles. Rosa, habituellement si sûre d'elle, est émue aux larmes. Ce n'est pas simplement une reconnaissance personnelle, c'est une validation de tout ce qu'elle représente. La possibilité pour une femme d'atteindre l'excellence artistique et d'être reconnue pour cela. Cette décoration consolide sa réputation internationale. Elle devient Mademoiselle Rosa Bonheur, chevalier de la Légion d'honneur, titre qu'elle porte avec fierté. Les visiteurs affluent à By, aristocrates, artistes, admirateurs venus du monde entier pour rencontrer cette femme légendaire. Parmi eux, Buffalo Bill, le célèbre showman américain qui, lors de sa tournée européenne en 1889, vient lui rendre visite avec sa troupe, ses chevaux et ses Indiens Sioux. Rosa est enchantée, passe des journées à peindre les chevaux et les cavaliers, fascinée par cette Amérique sauvage si différente de la France bourgeoise. Qu'est-ce qui distingue l'art de Rosa Bonheur et explique son succès phénoménal? Plusieurs éléments se combinent. D'abord, une maîtrise technique exceptionnelle. Rosa Bonheur dessine avec une précision quasi photographique, fruit de milliers d'heures d'observation et d'études. Ces animaux sont anatomiquement parfaits,
Chaque muscle, chaque os, chaque articulation est exactement à sa place. Elle connaît ses sujets aussi bien qu'un vétérinaire ou un zoologiste. Cette précision n'est pas simplement académique. Elle donne à ses œuvres une crédibilité, une présence physique qui impressionne immédiatement. Mais cette exactitude scientifique ne verse jamais dans la sécheresse. Rosa possède aussi une sensibilité poétique, une capacité à capturer non seulement l'apparence physique des animaux, mais aussi leur caractère, leur tempérament, ce qu'on pourrait appeler leur personnalité. Ces vaches ont de la dignité, ces chevaux de la noblesse, ces moutons de la douceur. Elle peint des individus, pas des types génériques. Ensuite, sa capacité à composer des scènes monumentales, contrairement à beaucoup de peintres animaliers qui se cantonnent à des formats modestes, Rosa Bonheur crée des toiles de grande dimension, avec des compositions complexes de multiples figures. Le marché aux chevaux, le labourage nivernais, la fenaison en Auvergne, 1855, sont des œuvres ambitieuses qui rivalisent en taille et en complexité avec les peintures d'histoire. Elle élève ainsi la peinture animalière au rang des genres majeurs. Il y a aussi dans son travail une célébration du monde naturel et rural qui résonne, particulièrement à une époque d'industrialisation rapide. Au milieu du XIXe siècle, alors que les villes croissent et que les campagnes se vident, alors que les machines commencent à remplacer les animaux de trait, Rosa Bonheur peint un monde qui commence à disparaître. Ses tableaux ont une dimension nostalgique. Ils préservent une certaine idée de l'harmonie entre l'homme et l'animal, entre le travail et la nature. Mais attention, Rosa Bonheur n'est pas une sentimentale naïve. Elle ne peint pas une campagne idéalisée de bergeries et de prairies fleuries. Ces scènes rurales montrent le travail, la sueur, la boue. Ces animaux ne sont pas de mignons compagnons, mais des êtres de travail, des créatures puissantes qui méritent le respect. Il y a chez elle un réalisme social qui s'inscrit dans l'esprit de 1848. Une dignification du monde du travail. Enfin, il faut parler de quelque chose de plus ineffable, une forme d'empathie, de communion même avec le monde animal. Rosa Bonheur ne peint pas les animaux de l'extérieur. Elle semble les comprendre de l'intérieur, partager quelque chose avec eux. Cette qualité transparaît dans ses œuvres et explique peut-être leur pouvoir émotionnel durable. Les dernières décennies de la vie de Rosa Bonheur sont marquées par une gloire internationale, connue mais aussi par une certaine marginalisation artistique. Le monde de l'art évolue rapidement. L'impressionnisme arrive, puis le symbolisme, puis les avant-gardes du début du XXe siècle. Le réalisme minutieux de Rosa Bonheur commence à paraître démodé aux yeux de la critique progressiste parisienne. Mais elle reste immensément populaire auprès du public, en France et surtout à l'étranger. En Angleterre, en Amérique, ses œuvres se vendent à prix d'or. La reine Victoria l'invite au château de Windsor. Le tsar Alexandre II achète plusieurs de ses tableaux. Les gravures de ses œuvres ornent des milliers de foyers bourgeois. Elle est probablement l'artiste française la plus célèbre de son époque pour le grand public international. À Aby, elle continue de travailler avec la même discipline, se levant à 6 heures chaque matin, peignant jusqu'à la tombée de la nuit. Elle peint principalement pour elle-même maintenant, des scènes de chasse, des portraits d'animaux, des paysages de Fontainebleau. Ses dernières œuvres montrent parfois une touche plus libre, presque impressionniste, dans le traitement de la lumière et de l'atmosphère, preuve qu'elle restait attentive aux évolutions artistiques de son temps. La mort de Nathalie Mika, en 1889, la plonge dans un chagrin profond. Les deux femmes avaient vécu ensemble pendant plus de 50 ans, et Rosa se retrouve seule dans un grand château. C'est alors qu'entre dans sa vie Anna, jeune peintre américaine, venue l'interviewer pour un article. Rosa, alors âgée de 70 ans, est immédiatement séduite par l'intelligence et la sensibilité de cette femme de 30 ans, sa cadette. Elle lui propose de rester à Aby, d'abord comme assistante et biographe, puis comme compagne. Anna deviendra non seulement sa compagne, mais aussi son héritière universelle. Ensemble, elles organiseront l'atelier, classeront les heures, et Anna peindra le portrait de Rosa portant fièrement sa Légion d'honneur, vêtue de sa fameuse blouse et entourée de ses outils de travail.
C'est ce portrait qui servira de modèle pour l'iconographie de Rosa Bonheur. Non pas une dame élégante en robe de soie, mais une artiste au travail, les mains tachées de peinture, le regard direct et sans compromis. Rosa Bonheur meurt le 25 mai 1899, à 77 ans, d'une congestion pulmonaire. Elle travaillait encore quelques jours auparavant à un tableau représentant des lions. Ses funérailles à Fontainebleau attirent une foule considérable. Artistes, admirateurs, représentants officiels, elle est enterrée au cimetière du Père-Lachaise à Paris, aux côtés de Nathalie Mika, dans un tombeau monumental orné d'un bronze représentant une palette et des pinceaux. Sa mort fait la une des journaux internationaux. Les nécrologies célèbrent la plus grande artiste femme que le monde ait connue, la Michel-Ange de la peinture animalière. Ses qualifications, bien qu'hyperboliques, témoignent de son statut exceptionnel. Rosa Bonheur n'était pas simplement une bonne artiste pour une femme, elle était considérée comme une grande artiste, point final. Mais après sa mort, sa réputation connaît une éclipse rapide et presque totale. Le XXe siècle, obsédé par l'abstraction et l'avant-garde, n'a que mépris pour le réalisme minutieux du XIXe siècle. Les peintures animalières sont reléguées au rang d'art commercial, de peinture de gare. Rosa Bonheur, si célèbre de son vivant, tombe presque dans l'oubli. Ce n'est qu'à partir des années 1970, avec l'émergence de l'histoire de l'art féministe, que Rosa Bonheur est redécouverte. Les historiennes commencent à s'intéresser à cette femme extraordinaire qui avait réussi à s'imposer dans le monde artistique du XIXe siècle, à vivre selon ses propres termes, à créer une œuvre monumentale. On réexamine sa vie sous l'angle du genre et de la sexualité. On analyse son travestissement, ses relations avec les femmes, sa transgression des normes sociales. Cette redécouverte a permis de réévaluer son œuvre artistique elle-même. On a cessé de la voir simplement comme une peintre animalière compétente pour reconnaître l'ampleur de sa vision, la sophistication de ses compositions, l'intelligence de son regard sur le monde naturel et social. Des expositions majeures lui sont consacrées au musée d'Orsay en 1997, au musée des Beaux-Arts de Bordeaux en 2022, pour le bicentenaire de sa naissance. On ne peut pas parler de Rosa Bonheur sans aborder la question du genre, tant elle était centrale dans sa vie et son œuvre. Rosa a vécu dans un monde qui imposait aux femmes des contraintes extraordinaires. Une femme artiste ne pouvait pas étudier l'anatomie en dessinant des modèles nus masculins, ne pouvait pas fréquenter les cafés où se retrouvaient les artistes, ne pouvait pas voyager seule, ne pouvait pas gérer ses propres finances si elle était mariée. Rosa Bonheur a contourné ces obstacles par une stratégie remarquable. Elle a adopté certains attributs masculins, vêtements, comportements, indépendance financière, tout en restant toujours identifiée comme femme. Elle ne prétendait pas être un homme. Elle demandait des permissions officielles pour porter des pantalons. Elle signait ses œuvres de son prénom féminin. Mais elle vivait avec une liberté que seuls les hommes de son époque possédaient habituellement. Cette position ambiguë lui a valu critiques et fascination à parts égales. Certains l'admiraient pour son courage et son indépendance, d'autres la trouvaient scandaleuse et ridicule. Les caricaturistes s'en donnaient à cœur joie, la représentant en pantalon avec sa pipe, entourée d'animaux. Mais cette transgression des normes de genre était aussi ce qui rendait possible son art. Sans la liberté de mouvement que lui donnaient les vêtements masculins, sans l'autorité que lui conférait son comportement affirmé, elle n'aurait jamais pu mener les recherches nécessaires à son travail. Il y a un paradoxe intéressant ici. Rosa Bonheur a utilisé les privilèges masculins pour créer un art qui n'était ni particulièrement masculin, ni particulièrement féminin, mais qui transcendait ces catégories en se concentrant sur le monde animal. Ses œuvres ne sont pas des peintures de bataille ou de nus féminins érotisés, les sujets masculins par exemple, ni des scènes domestiques ou des portraits d'enfants, les sujets assignés aux femmes artistes. Elle explore un territoire différent, celui de la relation entre humains et animaux, entre culture et nature. Un aspect fascinant de l'œuvre de Rosa Bonheur, particulièrement pertinent aujourd'hui, est son regard sur les animaux, à une époque où ceux-ci étaient généralement considérés
soit comme des machines vivantes, la théorie cartésienne de l'animal-machine était encore influente, soit comme des symboles. Rosa les peint comme des êtres sensibles, dotés d'une vie intérieure. Elle écrit dans ses notes « Pourquoi les animaux ne seraient-ils pas beaux? Ils sont innocents et sans péché. » Cette phrase révèle une vision presque édénique des animaux, mais aussi une forme de proto-écologie, de respect pour le vivant non humain qui était rare à son époque. Rosa Bonheur était végétarienne, chose exceptionnelle au XIXe siècle. Par compassion pour les animaux, elle s'opposait à la vivisection, pratique courante dans la recherche médicale de son temps. Elle traitait ses propres animaux avec une sollicitude qui étonnait ses visiteurs. Cette éthique animale, cette reconnaissance de la valeur intrinsèque des animaux au-delà de leur utilité pour les humains, fait d'elle une pionnière d'une sensibilité qui ne deviendra courante que plus d'1 siècle après sa mort. Ces tableaux, en conférant dignité et présence aux animaux, en les représentant comme sujets plutôt que comme objets, participent de cette éthique. Un tableau comme le labourage nivernais peut se lire comme une célébration non pas tant du travail humain que de la collaboration entre humains et animaux, une reconnaissance de la contribution des bœufs au bien-être humain. Que retenir de Rosa Bonheur aujourd'hui, plus d'1 siècle après sa mort? D'abord évidemment, la preuve vivante qu'une femme du XIXe siècle pouvait, malgré tous les obstacles, atteindre l'excellence artistique et la reconnaissance internationale. Rosa Bonheur a ouvert la voie, a démontré que le génie n'avait pas de genre, que le talent et le travail pouvaient triompher des préjugés. Mais son héritage va au-delà du symbolique. Ses œuvres conservent un pouvoir remarquable. Quand on se tient devant le marché aux chevaux, au Metropolitan Museum, on est frappé non seulement par la virtuosité technique, mais par l'énergie vitale qui émane de ces chevaux, par la tension dynamique de la composition, par quelque chose d'indéfinissable qui fait que cette image peinte, il y a plus de 170 ans, reste vivante, présente, émouvante. Rosa Bonheur nous rappelle aussi qu'il existe d'autres manières d'être artiste que la figure romantique du génie tourmenté, vivant dans la misère. Elle a été une artiste professionnelle au meilleur sens du terme, rigoureuse, disciplinée, soucieuse de la qualité, attentive aux aspects commerciaux de son métier. Elle a gagné sa vie confortablement par son art, a investi judicieusement, a créé les conditions matérielles de son indépendance. Ce modèle d'artiste entrepreneur est peut-être plus pertinent aujourd'hui que jamais. Sa vie nous parle aussi de la possibilité de créer son propre monde, de vivre selon ses propres valeurs malgré la pression sociale. Rosa Bonheur, habille, entourée de ses animaux, de ses amis, de ses toiles, vivant exactement comme elle l'entendait, est une figure de liberté qui garde toute sa puissance d'inspiration. Elle n'a pas attendu que la société change pour vivre librement. Elle a créé des espaces de liberté dans une société contraignante. Enfin, son regard sur le monde animal, son respect pour les créatures non humaines, sa capacité à les représenter comme des êtres dignes d'attention et de célébration artistique résonnent particulièrement à notre époque de crise écologique. Rosa Bonheur nous rappelle que les animaux ne sont pas simplement des ressources ou des symboles, mais des êtres avec lesquels nous partageons la planète, et que les regarder vraiment, les comprendre, les respecter, enrichit notre humanité. Quand Anna demanda à Rosa, peu avant sa mort, quel était le secret de son succès, la vieille artiste répondit simplement « J'ai aimé mon art et mes animaux, et j'ai travaillé. » Cette réponse d'une simplicité presque déconcertante cache une vérité profonde. Rosa Bonheur a consacré sa vie à ce qu'elle aimait avec une détermination totale et sans compromis. Le résultat est une œuvre qui continue de nous toucher et une vie qui continue de nous inspirer, témoignage durable de ce qu'une volonté exceptionnelle peut accomplir. Quant à moi, je vous dis à bientôt.